Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 31. La famille Driscoll. Le clerc, qui devait nous conduire chez mes parents, nous fit monter dans une voiture et engagea un dialogue avec le cocher. Plusieurs fois le nom de Bethnal Green fut prononcé. C'était le nom du quartier dans lequel demeuraient mes parents. Je savais que Green en anglais veut dire vert, et cela me donna l'idée que ce quartier devait être planté de beaux arbres, ce qui me fut très agréable. La discussion fut assez longue entre notre conducteur et le cocher. Mathia et moi, nous étions tassés dans un coin avec Capi entre mes jambes, et je me disais qu'il était vraiment bien étonnant qu'un cocher ne parût pas connaître un endroit aussi joli que devait l'être Bethnal Green. Nous roulons assez vite dans les rues larges, puis dans les rues étroites, malgré l'émotion qui m'enfièvre, à la pensée que, dans quelques instants, je vais embrasser mes parents. J'ai envie de voir la ville que nous traversons. Mais j'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois rien, si ce n'est les lumières rouges du gaz qui brûlent dans le brouillard. C'est à peine si on aperçoit les lanternes des voitures que nous croisons, et de temps en temps nous nous arrêtons court pour ne pas écraser des gens. Nous roulons toujours. Il y a déjà bien longtemps que nous sommes sortis de chez Gretton Gallery. Cela me confirme dans l'idée que mes parents demeurent à la campagne. Mais au lieu d'arriver dans la campagne, nous entrons dans des rues plus étroites et nous entendons le sifflet des locomotives. Nous sommes dans un vilain quartier, le dernier sans doute avant d'arriver dans les prairies de Bethnal Green. Il me semble que nous tournons sur nous-mêmes, et de temps en temps notre cocher ralentit sa marche, comme s'il ne savait plus où il est. Tout à coup il s'arrête. Alors une discussion s'engage. Mathia me dit que notre cocher ne veut pas aller plus loin, parce qu'il ne connaît pas son chemin. Il demande des indications au clerc, et celui-ci continue à répondre qu'il n'est jamais venu dans ce quartier de voleurs. Assurément, ce n'est pas là Bethnal Green. Enfin, le clerc, après avoir donné de l'argent au cocher, qui murmure, descend du cab et nous fait psit psit. Il est clair que nous devons descendre à notre tour. Nous voilà dans une rue si étroite que malgré le brouillard, nous voyons les maisons qui bordent de chaque côté des cordes sont tendues en l'air, et ça et là des langes et des haillons pendent à ces cordes. Où allons-nous? Je commence à être inquiet et de temps en temps Mathia me regarde. Cependant, il ne m'interroge pas. Notre guide ne tarde pas à s'arrêter. Assurément, il est perdu. Mais à ce moment, vient à nous un homme vêtu d'une longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau garni de cuir verni, un étui suspendu à sa ceinture. C'est un policeman. Une conversation s'engage et bientôt nous nous remettons en route. Précédés du policeman, nous traversons des ruelles, des cours, des rues tortueuses. Enfin, nous nous arrêtons dans une cour dont le milieu est occupé par une petite mare. Red Lion Court, dit le policeman. Ces mots que j'ai entendus prononcer plusieurs fois déjà signifient cour du lion rouge, m'a dit Mathia. Pourquoi nous arrêtons-nous? Il est impossible que nous soyons à Bethnal Green. Est-ce que c'est dans cette cour que demeurent mes parents? Mais alors, je n'ai pas le temps d'examiner ces questions. Le policeman a frappé à la porte d'une sorte de hangar en planche, et notre guide le remercie. Nous sommes donc arrivés. J'étais tellement troublé que je ne sais trop comment la porte nous fut ouverte, mais à partir du moment où nous fûmes entrés dans une vaste pièce qu'éclairait une lampe et un feu de charbon de terre, mes souvenirs me reviennent. Devant ce feu, dans un fauteuil en paille, se tenait immobile comme une statue un vieillard à barbe blanche. En face l'un de l'autre, mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme. L'homme avait 40 ans environ, il était vêtu d'un costume de velours gris.
Sa physionomie était intelligente mais dure. La femme plus jeune de 5 ou 6 ans avait des cheveux blonds qui pendaient sur un châle à carreaux blancs et noirs croisés autour de sa poitrine. Ses yeux n'avaient pas de regard et l'indifférence ou l'apathie étaient empreintes sur son visage, comme ses gestes indolents. Dans la pièce se trouvaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, tous blonds, d'un blond de lin, comme leur mère. L'aîné des garçons paraissait 11 ou 12 ans. La plus jeune des petites filles avait 3 ans à peine, elle marchait en se traînant à terre. Je vis tout cela d'un coup d'œil, et avant que notre guide le clerc de Grèce and Gallery eût achevé de parler, lequel de vous deux, Hérémie, demanda en français l'homme au costume de velours gris. Je m'avançai d'un pas. Moi, dis-je, alors embrasse ton père, mon garçon. Quand j'avais pensé à ce moment, je m'étais imaginé que j'éprouverais un élan qui me pousserait dans les bras de mon père. Je ne trouvais pas cet élan en moi. Cependant, je m'avançai, j'embrassai mon père. Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-père, ta mère, tes frères et sœurs. J'allai à ma mère, tout d'abord, et la pris dans mes bras. Elle me laissa l'embrasser, mais elle-même ne m'embrassa point. « Donne une poignée de main à ton grand-père, me dit mon père, et vas-y doucement, il est paralysé. » Je donnai la main à mes 2 frères et à ma sœur aînée. Je voulus prendre la petite dans mes bras, mais comme elle était occupée à flatter Capi, elle me repoussa. Tout en allant ainsi de l'un à l'autre, j'étais indignée contre moi-même. Et quoi? J'avais été fou de joie, en pensant que moi aussi j'allais avoir une famille, des parents à aimer qui m'aimeraient, et je restais embarrassée, les examinant tout curieusement, et ne trouvant rien à leur dire, pas une parole de tendresse. J'étais donc un monstre. Je n'étais pas digne d'avoir une famille. Si j'avais trouvé mes parents dans un palais au lieu de les trouver dans un hangar, n'aurais-je pas éprouvé pour eux des sentiments de tendresse? Cette idée m'étouffa de honte. Revenant devant ma mère, je la pris de nouveau dans mes bras. Sans doute elle ne comprit pas ce qui provoquait cet élan, car au lieu de me rendre mes baisers, elle me regarda de son air indolent, en haussant doucement les épaules. « Et celui-là » demanda mon père en désignant Mathia. « Quel est-il » J'expliquai quel lien m'attachait à Mathia, et je le fis en m'efforçant de mettre dans mes paroles un peu de l'amitié que j'éprouvais, et aussi en tâchant d'expliquer la reconnaissance que je lui devais. « Bon, » dit mon père, « il a voulu voir du pays. » J'allais répondre, mon père me coupa la parole. « Et Barberin, pourquoi n'est-il pas venu ?» J'ai expliqué que Barberin était mort. Mon père traduisit à ma mère ce que je venais de dire, et je crus comprendre que celle-ci répondit que c'était très bien. Pourquoi était-il bien que Barberin fût mort? Ce fut ce que je me demandais sans trouver de réponse. Tu dois être curieux, dit mon père, de savoir comment nous ne t'avons pas cherché pendant 13 ans, et comment tout à coup nous avons eu l'idée d'aller trouver Barberin. Viens là auprès du feu, je vais te conter cela. Je débouclai mon sac et pris la place qui m'était indiquée. Mais comme j'étendais mes jambes mouillées devant le feu, mon grand-père cracha de mon côté sans rien dire. Je n'eus pas besoin d'autres explications pour comprendre que je le gênais, et je retirai mes jambes. « Ne fais pas attention, dit mon père. Le vieux n'aime pas qu'on se mette devant son feu. Mais il n'y a pas besoin de se gêner avec lui. » Je fus abasourdi d'entendre parler ainsi de ce vieillard à cheveux blancs. Il me semblait que si l'on devait se gêner avec quelqu'un, c'était précisément avec lui. Et je tins donc mes jambes sous ma chaise. « Tu es notre fils aîné, me dit mon père. Quand j'épousai ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que je la prendrais pour femme. Ce fut pour se venger que, le jour où tu atteignais tes 6 mois, elle te vola et t'emporta à Paris, où elle t'abandonna dans la rue. Nous fîmes toutes les recherches possibles, mais cependant sans aller jusqu'à Paris, car nous ne pouvions pas supposer qu'on t'avait porté si loin. Nous ne te retrouvâmes point, et nous te croyions mort et perdu à jamais.
Lorsqu'il y a 3 mois, cette femme atteinte d'une maladie mortelle révéla la vérité. Je partis aussitôt pour la France et j'allai chez le commissaire de police du quartier dans lequel tu avais été abandonné. Là, on m'a appris que tu avais été adopté par un maçon de la Creuse et je me rendis à Chavanon. Barberin me dit qu'il t'avait loué à Vitalis. Comme je ne pouvais pas rester en France et me mettre à la poursuite de Vitalis, je chargeai Barberin de ce soin et lui donnai de l'argent. En même temps, je lui recommandai d'avertir les gens de loi qui s'occupent de mes affaires. Messieurs, Grèce Galerie, quand il t'aurait retrouvé, si je ne lui donnais point mon adresse ici, c'est que nous n'habitons Londres que dans l'hiver. Pendant la belle saison, nous parcourons l'Angleterre et l'Écosse pour notre commerce de marchands ambulants, avec nos voitures et notre famille. Voilà, mon garçon, comment tu as été retrouvé et comment après 13 ans tu reprends ta place dans la famille. Je comprends que tu sois un peu effarouché, car tu ne nous connais pas et tu n'entends pas ce que nous disons, mais j'espère que tu t'habitueras vite. Oui, sans doute, je m'habituerai vite, n'était-ce pas tout naturel, puisque j'étais dans ma famille et que ceux avec qui j'allais vivre étaient mes pères et mères, mes frères et sœurs. Les Boulonges n'avaient pas dit vrai. Pour ceux qui m'avaient secouru, c'était un malheur. Je ne pourrais pas faire pour eux ce que j'avais rêvé, car des marchands ambulants, alors surtout qu'ils demeurent dans un hangar, ne doivent pas être bien riches, hein. Mais pour moi, qu'importait après tout. J'avais une famille. Tendresse vaut mieux que richesse. Ce n'était pas d'argent que j'avais besoin, c'était d'affection. Le souper achevé, je crus que nous allions passer la soirée devant le feu. Mais mon père me dit qu'il attendait des amis et que nous devions nous coucher. Puis, prenant une chandelle, il nous conduisit dans une remise qui tenait à la pièce où nous avions mangé. Là se trouvaient 2 de ces grandes voitures qui servent ordinairement aux marchands ambulants. Il ouvrit la porte de l'une et nous vîmes qu'il s'y trouvait 2 lits superposés. « Voilà vos lits, dit-il, dormez bien. » Telle fut ma réception dans ma famille, la famille Driscoll.